Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Message à caractère informatique numéro 26, si ma mémoire est bonne. Donc, avant tout, je vous souhaite une bonne année à tous, au nom de toute l'équipe de Clever. Et je m'excuse pour le manque de publication. En fait, on a réellement pris des vacances de podcast en fin d'année. Et en fait, au début, on a dit, vas-y, on va faire un épisode spécial Noël. On s'était chauffé. Et pour finir, on l'a jamais enregistré. Donc voilà, désolé pour ça. Et maintenant, je vous propose de découvrir la magnifique équipe qui va nous accompagner aujourd'hui. Premier membre, nous avons Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Eh bien, le bonjour et bonne année. Moi, c'est Geoffroy, je fais du Rust chez Clever et en ce moment, je fais aussi un peu de crypto et je fais du front-end en WebAssembly parce qu'apparemment, j'ai plus envie de faire de JS maintenant. Et le front-end en WebAssembly grâce à Pew en Rust, c'est ça ? You. Voilà. Nous avons également Marc-Antoine avec nous. Marc-Antoine. Bonjour et bonne année. Le mec ultra protocolaire. Salut, c'est... Qu'est-ce que tu fais chez nous, Marc-Antoine ? Alors moi, dans la vie, je suis éleveur. J'élève des commits sur GitHub, j'élève des VM chez Clever, j'élève des paquets chez Exerbo, des gamins à la maison, des bugs dans mon code. J'élève beaucoup de choses. Et nous avons également Julien Durillon. Bonjour et bonne année. Voilà, moi je suis Julien. Chez Clever Cloud, je développe des trucs. J'essaie de pas casser des serveurs. Et voilà, et j'essaie de faire des factures. Et du coup, cet épisode, comme vous l'avez probablement déjà deviné, c'est un épisode spécial kernel. Donc on y revient dans un instant. Avant, on va parler un peu de société, puisque du coup, il y a des grandes news qui avancent dans le milieu de la vaccination. Et Renaud Guérin nous a gentiment traduit un blog post sur le code de l'ARNM du vaccin BioNTech Pfizer. C'est ça, il y a un type qui s'appelle Bert Hubert, que je ne connais pas spécialement, mais apparemment il parle... de PowerDNS. Ah d'accord, ça marche. Eh bien, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est ADN, etc. depuis des années, et il fait des conférences où il explique des conférences, en gros, l'ADN expliqué aux développeurs. Là, c'est un article qui prend le vaccin donc de Pfizer BioNTech, le fameux vaccin à ARN messager, et il explique en fait que l'ARN messager, en fait, c'est littéralement un exécutable mais biologique. Et donc en fait, il va décompiler l'exécutable, le binaire que serait le binaire biologique quoi, que serait ce vaccin, cette chaîne ARN messager. C'est pas facile à dire quand même. Et donc il la décompile et il explique chaque morceau. Par exemple, il explique qu'au tout début de la chaîne d'acides aminés, il y a l'équivalent d'un shebang dans un script d'un truc qui sera interprété ou des premiers bits d'un exécutable. C'est une intro qui permet de dire, par exemple, combien il va falloir produire de protéines, quand est-ce qu'il faut commencer le boulot, etc. Et en fait, l'équipe qui a conçu le vaccin a récupéré depuis un gène alpha-globine quelque chose, puis a un peu modifié pour optimiser le truc. Et en gros, par exemple, ils ont encodé une instruction qui dit commence à produire maintenant, plutôt que dans 2 jours, quoi. Parce qu'on a envie que le vaccin il fonctionne maintenant, en toute logique. Voilà. Ensuite, il explique qu'il y a 2-3 trucs un peu marrants du genre. Alors pour les gens à qui qu'on fait un peu de bio, pour les gens qui n'ont pas fait de bio, l'ADN et l'ARN du coup c'est un peu la même chose en termes de structure. C'est composé de 4. Ouais, si ce n'est que l'ARN ne remonte jamais en ADN. C'est-à-dire oui, que la peur très irrationnelle des gens sur c'est une thérapie génique, ça va modifier vos gènes, c'est pas vrai en fait. Vous décodez en ADN, vous faites de l'ADRNM qui lui permet d'encoder des protéines, mais ça ne va pas remonter dans l'autre sens. C'est à sens unique en fait, si vous voulez. Donc vous ne modifierez pas vos gènes avec de l'ARN. C'est ça, l'ARN messager, il est fait pour se dégrader après et disparaître.
C'est ça. Ça. Le plus gros problème de l'ARN messager, c'est de le garder assez longtemps cohérent pour qu'il serve à quelque chose. C'est ça le gros défi de l'opération. C'est ça. Et justement, pour résoudre un peu ce défi, donc pour rappel, l'ARN ou l'ADN, c'est composé de 4 nucléotides, si je dis pas de bêtises, ATCG ou AUCG. Il me semble qu'en fait dans l'ARN c'est des nucléotides U et que dans l'ADN c'est des nucléotides T. Je sais plus exactement à quoi correspondent les noms, mais voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand tu essaies de mettre de l'ARN messager comme ça, un peu créé à la main, dans le corps, le système immunitaire va le voir et va détruire l'ARN avant même qu'il ait le temps d'aller dans une cellule et de produire les protéines qui nous intéressent. Je vous explique juste après comment fonctionne le vaccin s'il y en a qui connaissent pas. Et en fait, pour aller jusqu'à la cellule sans se faire bouffer par le système immunitaire, ils ont remplacé tous les nucléotides U. Alors là, dans l'article, il y a un petit trident pour... je sais pas, ça doit être un terme grec dont je connais pas le nom. Marco pourrait m'aider. C'est psy, je crois. Non. C'est psy, hein, c'est ça ? C'est psy. Ça doit être ça. Ils ont remplacé U par un truc qu'ils ont appelé psy. Alors en vrai, c'est une 1-méthyl 3' pseudo-uridylyle. Voilà. Et en fait, ça va être interprété comme un U au moment de traduire l'ARN en protéines, mais ça va pas être détecté par le système immunitaire. Donc voilà, c'est le genre de petit hack un peu marrant. Il explique qu'il y a un... Ouais, vas-y. Le psy en question, c'est justement pour dire pseudo, pour dire que c'est un fake. Ah, pas bête. Et donc voilà, donc en fait tous les U, tous les nucléotides U ont été remplacés par un nucléotide psy dans l'ARN en question. Et ça fait quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'en fait le psy est un nucléotide qui ne peut pas être généré par de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN ne serait jamais capable de produire de l'ARN avec un nucléotide psy à la place du U. Donc, ce qui entraîne encore plus le fait que cet ARN-là, il va pas s'installer à tout jamais, quoi. Dans le genre hack un petit peu marrant, pour accélérer la production, en fait, donc le principe du vaccin, c'est que on a de l'ARN messager qui débarque, qui arrive dans une cellule, qui se fait bouffer par un truc qui s'appelle un ribosome, qui est un petit peu la gélipsée, la lipsée du système, ou l'interpréteur node, ou ce que vous voulez, quoi, ou bash. Le ribosome, en fait, il va lire toute la chaîne de l'ARN, donc en commençant par les buts, qui dit que c'est bien de l'ARN, etc. Et en lisant le machin, il va produire des protéines, et notamment l'idée c'est que sur ce vaccin-là, c'est de produire un certain nombre de protéines qui sont juste la protéine spike qui permet de repérer le vaccin, pour que le système immunitaire puisse apprendre à reconnaître cette protéine spike là. Donc l'idée c'est que ça s'appelle spike parce que ça fait des petites pointes autour du virus. En tout cas d'une forme de virus. C'est à cause de cette protéine-là qu'on représente toujours les virus avec des petites pointes, en fait. C'est ça. C'est parce que la molécule a des petites pointes. Voilà. C'est ça. Et notamment, c'est aussi pour ça que ça s'appelle un coronavirus dans cette famille-là, parce qu'il y a plein de pointes autour et ça fait comme une couronne et corona. Voilà. Et du coup, l'idée c'est de produire cette protéine. Pour accélérer la production, ils utilisent un hack qui est un peu marrant, c'est-à-dire que la chaîne d'acides aminés représentée qui est l'ARN contient donc des acides aminés, et chaque acide aminé est encodé par ce qu'on appelle les codons, qui sont des triplets de nucléotides. Donc par exemple UCG, ça va être un codon qui va permettre d'encoder un certain acide. Donc il y a une certaine liste d'acides, et en fait pour certains acides, pour la plupart même des acides, tu peux avoir il peut y avoir plusieurs codons, donc plusieurs triplets différents qui encodent le même acide. Et les chercheurs ont remarqué que si tu maximises le nombre de C et de G dans tes codons, dans tes triplets, plus tu as de C et de G, plus la production de protéines va être rapide. Et donc, ils sont allés remplacer au maximum tous les codons dès qu'il y avait genre un peu trop de U, en gros, ou un peu trop de A. Dès qu'il y avait un peu trop de A et de U, ils essaient de remplacer par un codon, donc un triplet équivalent qui encode le même acide, mais avec plus de C et de G parce que ça va plus vite à lire et plus vite à exécuter. En gros, je vous le fais en très simple, hein, vous pourrez lire l'article. Voilà.
Et ensuite, ils ont rajouté quelques hacks un peu sympas, c'est-à-dire que si on sort juste la protéine spike. En fait, ouais. c'est comme à la grande époque c'est comme à la grande époque de Ruby, où globalement tu peux aller réécrire des morceaux en C, quoi. Quand t'as un vrai problème de perf, tu vas réécrire des morceaux en C. Après, c'est qu'il y a aussi quelque chose, c'est que tu peux avoir plusieurs façons d'encoder l'instruction pour faire la même protéine, et c'est aussi parce que des fois, tu vas avoir des erreurs lors de la réplication de l'ADN, lors de la translation de l'ADN en ARN. C'est possible qu'il se plante, et que des fois, il n'utilise pas le bon nucléotide à cet endroit-là. Et ce qui va se passer, c'est que, je sais pas, si tu as une erreur, c'est pas grave, tu tombes globalement sur la même protéine. Généralement, ça va bien. Oui, c'est ça. La protéine n'est pas une science exacte, je vous le confirme. Ça me fait penser un peu en électronique quand on essayait de reproduire le plus possible de portes logiques avec que des nantes, par exemple, parce qu'on arrivait à les produire en masse super vite. Là, c'est un peu ça finalement. On échange par que des nantes parce que ça, on sait qu'on les produit super vite, quoi. C'est ça. Et donc voilà. Et ensuite, l'article explique qu'il y a des codons qui ont été complètement changés pour produire. En fait, si on produit juste la protéine spike, elle toute seule, elle se tient pas bien, elle va s'enrouler sur elle-même. C'est genre physiquement le truc va s'enrouler sur lui-même, quoi. Et ça sra pas détecté comme du spike, comme cette protéine-là par le système immunitaire. Et du coup, ils ont bidouillé un petit peu pour que dans la protéine qui est générée, il y en a une qui soit, donc il y a certains codons qui permettent qui sont traduits derrière dans une protéine qui va servir un peu d'attelle, qui est rigide, entre guillemets, et qui va servir d'attelle pour accrocher Spike à côté, pour que Spike reste bien droite, pour qu'elle puisse être détectée comme la Spike bien droite du virus. Et voilà. Et en fait, du coup, ça fait l'article est très très intéressant. Et c'est assez impressionnant. Enfin, c'est vraiment expliqué aux développeurs. Alors même si on n'est pas développeur, j'ai des amis qui sont pas développeurs, qui ont réussi à tout comprendre. Donc c'est assez simple à comprendre et c'est très très intéressant quand on développe un petit peu de voir que finalement on n'est pas allé chercher très très loin nos idées, même si à l'époque où on les a trouvées, on connaissait pas tout ça. Et voilà. Et il y a plein de liens sur l'article qui racontent aussi un petit peu comment ça est trouvé, l'histoire de la chercheuse, comment elle s'appelle, Ariko quelque chose, ou Arika, pardon, Arika, qui s'était fait dans les années 90, on lui avait dit ta recherche ça aboutira à rien, on t'enlève ton poste avec ton gros salaire. Elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui avait un peu de sous de côté, qui lui a permis de faire les recherches. Elles ont fait un papier en 2005 qui expliquait ça. Et à partir de ce papier-là, Moderna, qui est en gros le concurrent de Pfizer, qui fait aussi des vaccins à ARN messager, le fondateur de Moderna s'est basé littéralement sur le papier de Arika et de sa collègue dont j'ai oublié le nom, pour créer Moderna, en fait, pour créer l'entreprise et faire ses recherches là-dessus et développer ses vaccins. Voilà. Donc en fait, les deux boîtes qui font ce vaccin-là sont toutes les deux issues des mêmes recherches de la même personne. Et donc Arika quelque chose là. Comment dire, et maintenant bosse chez BioNTech qui a développé avec Pfizer une des deux versions du vaccin. Fun fact, le vaccin de Moderna, du coup, vient d'être approuvé en Europe il y a genre même pas 2 heures à l'heure où on enregistre le podcast, là. Nice. Et chose assez drôle, parce qu'en fait, les spécialistes en vaccins t'expliquent que le vaccin contre le coronavirus, les premières bêtas, en fait, étaient prêtes en janvier dernier. En fait, ça fait 1 an que les mecs font des papiers, quoi. Et tu vois, pour avoir pas mal bossé sur le secteur de la santé récemment, je comprends, en fait. C'est quand même vraiment un secteur qui aime les papiers. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'article, c'est de dire que, en fait, en tant que développeur, on peut aussi aller essayer d'aller comprendre ce qui se passe là, qu'il y a des ressources qui sont pas inintéressantes, surtout si vous ne comprenez pas et que vous doutez un peu de ces histoires de vaccins. Comme date, la peur s'insinue là où tu comprends pas, et ça te permet entre autres de comprendre comment marchent ces choses-là. Donc je vous recommande d'aller lire ça, et pourquoi pas d'imaginer transférer de plus en plus de notre façon de réfléchir à la médecine, parce qu'en fait ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le secteur IT, alors d'abord on a inventé l'open source, qui est un truc où manifestement le reste des secteurs techniques et scientifiques en aurait bien besoin,
parce que je vous assure qu'en ce moment, je sais beaucoup les autres secteurs et ils ont tous énormément besoin de l'open source. Ils se rendent pas compte à quel point ils gâchent de l'argent, de l'énergie et des choses à ne pas faire d'open source. Donc la première chose, c'est aller jouer avec ces choses-là parce qu'on a des choses culturelles à modifier dans d'autres secteurs que nous, on peut contribuer. Et du coup, c'est pas mal d'aller comprendre ces trucs-là. Puis bon, ça vous sortira un petit peu des lectures sur pourquoi Kubernetes c'est trop bien, quoi. Moi, je trouve que la petite imprimante à ADN, là, c'est plutôt cute. On n'aurait pas 50K dans un coin pour la mettre au bureau. Ah, en vrai, c'est quand même pas très cher. Hein. Bah, c'est pas cher pour un truc génial, quoi. Voilà. C'est du matériel de dingue, quoi. Mais en fait, quand tu commences à faire des recherches sur CRISPR-9, là, t'as un documentaire là, qui est sorti sur Netflix sur les gens qui commencent à faire vraiment du bricolage biologique entre guillemets dans leur cuisine, ça commence à arriver en fait. Il y a des trucs hyper intéressants. Je voyais l'autre jour des gens qui fabriquent des machines plus simples et qui développent vraiment des méthodes beaucoup plus simples pour faire de l'insuline quasiment chez toi. Et parce que voilà, c'est un marché monstrueux et notamment aux US, quand t'as pas la bonne mutuelle, en fait, tu vas à la pharmacie, à la chaîne de pharmacie du coin, et ils te filent l'insuline de synthèse dégueu qui te rend hyper malade, au lieu de te filer le bon type d'insuline. Et donc là, il y a des besoins monstrueux. Hein. Bref, la médecine, en fait, pourrait avoir besoin de notre vision de la science, qui est un peu plus ouverte que d'autres. Je construis peut-être... Oui, et puis d'ailleurs, si vous voulez regarder ce qu'on a fait sur Maker, n'hésitez pas, on a sorti des vidéos sur les nouveaux algos qu'on utilise dans Maker, et ça, c'est une grosse tuerie quand même dans cet appareil, ce qu'on a fait. Le lien suivant, qui est amusant, pareil, société, c'est l'histoire d'une fraude à la pub chez Uber. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ont l'impression que les centrales de pub sont des trucs assez bien construits, genre que Google, tu peux leur faire confiance et qui vont te prendre ton argent pour faire de la pub et te dire en plus combien ils ont été efficaces grâce à leur outil qui sert de juge, qui est analytique. Hein. Je rappelle que du coup, c'est quand même des gens qui ont une posture où ils sont à la fois juges et partis et que ces gens-là font toujours bien leur boulot. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire de la gestion de la pub en fait chez Uber et où en fait ils expliquent qu'ils se sont fait en fait complètement hackés. En fait, ils avaient la première chose, c'est que Travis Kalanick a commencé par demander au moment où ils étaient un peu sous les feux de la rampe à déléter la pub de chez Breitbart parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir de la pub Breitbart, donc ils ont commencé à supprimer Breitbart et ils se sont retrouvés avec quand même du Breitbart. Alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Nous, ça nous est arrivé aussi, et notamment Google. Tu leur dis, n'allez surtout pas faire d'advertising en Iran parce que ça nous pose problème, machin, on n'a pas envie de faire de la pub en Iran. Et là, tu te retrouves avec 75% de ton budget qui part en Iran, alors que tu leur as dit spécifiquement que tu voulais pas de pub en Iran. C'est assez magnifique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algos de ces gens-là sont quand même optimisés pour vider ton budget pub maximum. Et donc, en fait, à partir d'un moment dans le mois, ils se mettent à balancer de la pub n'importe où. Donc là, ils se sont retrouvés comme de la pub sur Breitbart. Ils se sont retrouvés avec des trucs où ils comprenaient pas pourquoi ils dépensaient des budgets. Donc, ils ont commencé à cuter le budget. Et en fait, le mec qui gère ça commence à virer 10% du budget. Et en fait, il se rend compte que dans les performances de l'appli, dans les performances financières, il n'a pas de changement de comportement. Et en fait, progressivement, il se rend compte d'un truc, c'est qu'une partie des réseaux de pub, en fait, se mettent à valider des pubs Uber de façon artificielle. C'est-à-dire que tu avais des apps ROG qui allaient faire comme s'ils avaient validé une installation Uber suite à une pub dans un réseau de pub. C'est-à-dire que du coup, la pub était affichée sur une des apps de ce réseau de pub-là. En fait, elle envoyait sur le download d'un autre jeu à la con, voilà. Et en fait, quand le jeu était téléchargé, il faisait un faux clic sur une pub et il validait de façon fausse le téléchargement de la pub. Et du coup, ça partait complètement en cacahuète. Et en fait, ils ont cuté
leur budget pub. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient réussi à supprimer 2/3 de leurs dépenses en pub sans changer la moindre performance. Et on parle de 2/3. On parle de 2/3 qui correspondent à 100 millions sur 150 millions. Hein. Ouais, c'est ça. On parle d'un budget mensuel de 150 millions. C'est pas 20 balles sur 30, hein. C'est 2 gros tiers, quoi. Et même performance financière de l'app. Juste parce qu'en fait, les pubs, en fait, se faisaient massivement frauder. Et en fait, en regardant ça, nous-mêmes sur Clever, on a vachement back une grosse partie de nos investissements en pub digital parce que je ne sais pas si c'est si les centrales de pub et la plus grande d'entre elles, en particulier Google, laissent ce genre de fraude se faire et ferment les yeux dessus, ou s'ils sont vraiment en guerre contre. Mais bon, des fois, je doute un peu. Mais en fait, vous avez vraiment des problèmes de fraude dans les centrales. Et donc, si vous avez des grosses dépenses en pub, ça peut valoir le coup d'investiguer un peu, genre où ça part, où ça vient. Et nous, je sais que chez Clever, on a coupé des budgets en dizaines de milliers d'euros aussi l'an dernier, où en fait, très concrètement, on les a coupés. Ça n'a pas changé la performance financière. Mais littéralement, on a coupé le budget. Et la performance financière, en fait, toutes les installs qu'on avait via la pub étaient des installs des sign-up étaient des sign-up qui nous servaient à rien. Enfin, les gens dépensaient jamais d'argent chez nous, c'est tout juste s'ils utilisaient la plateforme. En fait, ils créaient un compte qui restait mort. Et du coup, c'est assez intéressant de se rendre compte que, en fait, la pub, c'est quand même un endroit où il y a énormément d'argent sur le net et il y a des fraudes monstrueuses. Donc, je vous invite à lire cette histoire-là et à investiguer, notamment si vous dépensez beaucoup d'argent dans de la pub, quoi. Je sais pas si vous avez une réaction. Dans le thread, il y a des liens vers pas mal d'autres histoires, et ça a l'air d'être... Il y a un problème qu'on connaît depuis longtemps, c'est qu'il y a un paquet de sites, applications mobiles et autres qui affichent de la pub tout le temps, partout, n'importe comment, et qui finalement ne servent à rien. C'est-à-dire que tu t'envoies de la pub sur une grosse régie de pub, tu sais que la plupart du temps, ça va apparaître sur un site de merde dans un coin et tu vas dépenser pour que personne ne la voit, quoi. Pire, même, tu vas te faire traire comme ça par de la vraie fraude. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ubérisation de la publicité sur Internet ? Je sais pas si c'est l'ubérisation, pour moi c'est juste de la bonne vieille fraude à l'ancienne. Donc voilà. Ce que je vous propose, lien suivant, toujours dans la partie un peu société, on est en janvier, le Brexit a eu lieu et side effect pour nous, il y a 81 000 noms de domaine EU qui ont été suspended car ils étaient attribués à des citoyens britanniques et que pour avoir un nom de domaine en .eu, faut être européen. Donc 81 000 noms de domaine en .eu qui sont partis en cacahuète de façon directe. C'est vraiment, vraiment super drôle, moi, je trouve. Voilà. Je pense que c'est une association, je pense, qui gère le .eu pour l'Europe. Je sais pas qui gère le .eu. Un genre d'ARCEP européen, quoi. Je vais te dire ça tout de suite. Bref, je pense que l'association, tu vois, il devait être là, genre. C'est à se frotter les mains, à faire avec les doigts dessus du bouton. Surtout. À attendre le 1er janvier, ça devait être drôle, ça. Là, t'as les squatteurs qui ont dû se faire plaisir. Pour racheter les domaines non, parce que je pense que les domaines sont suspendus et que les mecs doivent avoir moyen de... Et c'est pending, parce que ça, ils disent... voilà, ils ont... donc on peut plus avoir de site, de mail. Voilà, et il faut que les owners... ils ont 3 mois pour montrer que c'est à eux que ça appartient. Donc en fait, pour l'instant, pendant 3 mois, les domaines leur appartiennent toujours, quoi. C'est juste que il y a plus de DNS dessus. Et ça doit être très probablement effectivement une asso qui gère ça. Je sais pas ce que c'est qui gère ça, j'avoue. Enfin voilà, c'était la petite news lol. Bon, on s'attaque au sujet kernel.
Donc, kernel, on parle du 5.10, le 5.10 qui a été release le 13 décembre dernier, donc il y a un peu moins d'un mois. Petite spécificité de cette version 5.10, c'est que c'est une LTS, donc une version qui aura une long term support, ce qui veut dire qu'elle aura des bug fixes pour un plus long moment que d'autres versions du kernel. Et ce qui, ça se confirme pour ce coup-ci, c'est pas toujours le cas, mais en général ça se confirme pour ce coup-ci, veut dire aussi que ce sera une version pas nécessairement passionnante, parce que c'est rarement dans la LTS que sont introduits les trucs marrants étant en général source de pépins. Donc en général c'est des versions chiantes. Et je vais pas vous mentir, il y a quand même pas grand-chose de très très drôle cette année. Enfin sur cette version-là, c'est pas la version la plus comique, je dirais, du kernel. Et en plus, c'est une version qui augure probablement une version assez grosse sur la 5.11, parce que la merge window était assez longue par rapport à d'habitude. Pas impossible qu'on prenne plus de trucs dans la tronche avec la merge window plus rallongée. Alors, juste pour rebondir là-dessus, déjà le fait que du coup la 5.10 soit une LTS, ça veut dire qu'elle aura des bug fixes pendant 6 ans. Et en général, ils prennent une release toutes les genre 4-5 releases, je crois, un truc comme ça pour la mettre en LTS. Au passage, du coup, quand j'ai regardé, j'ai découvert 2 nouvelles branches dans l'arbre qui sert à traquer les releases stables. Je sais pas depuis quand elles sont là exactement, mais ça fait moins d'un an, c'est sûr, qui sont les branches Linux Rolling LTS et Linux Rolling Stable. Traditionnellement, dans l'arbre Git qui sert à traquer les releases stables, il y avait par exemple la branche Linux 5.10.y dans laquelle il y a toutes les releases de la 5.10 qui sont effectuées. Après, quand on passe en 5.11, ça passe dans la branche Linux 5.11.y. Et à chaque fois qu'on veut changer de version du kernel, on va changer de branche quand il y a une nouvelle release. Là, ça permet, si on est sur la branche Linux Rolling Stable, on aura à chaque fois la dernière stable à chaque fois qu'on pull. Et si on est sur la branche Linux Rolling LTS, on aura à chaque fois la dernière patch version de la dernière LTS, ce qui simplifie beaucoup de scripts d'admin. J'étais très content de pouvoir faire tout ce clean-up. Oh, ça va simplifier la gestion de mon PC aussi, Et alors, genre assez monstrueusement. Je peux Oui, confirmer que c'est très récent. Hein. Parce que suite à ton message d'hier, c'est hier que tu as dû le poster sur notre Slack, un truc comme ça. Et j'ai fait un fetch de la 5.10 que j'avais pas encore fait, et les 2 ou 3 branches dont tu parles sont apparues lors du fetch en question. Si vous voulez, ça sert de master stable, et ça, en vrai, le master stable, c'est la vie. Et je tiens à dire que cette année, c'est quand même, pour moi, l'année du desktop Linux, vu que je repasse sous Linux. Donc, est-ce que 2021 sera l'année du desktop Linux? Et sinon, pour revenir sur le fait que la 5.11 sera peut-être un peu plus grosse, je suis pas d'accord pour une raison simple, c'est que la moitié de la merge Windows s'est étalée sur la période des vacances de fin d'année, et du coup Linus a dit bon, la suivante de toute façon elle sera pas très grosse non plus a priori à cause de ça. Ah, du coup, je croyais qu'il avait rallongé la merge window. Non, il a dit justement que comme ça allait être les fêtes de fin d'année et tout, il allait vraiment juste prendre ce qui est prêt et pas les trucs de last minute qui sont à l'arrache. Ah bah du coup c'est cool. Donc du coup on va faire 2 petites releases du kernel plutôt qu'une petite et une énorme où ce sera la Zonza et en plus C'est ça, il faudra 20 000 RC pour stabiliser le bordel. Okay. On reporte le bazar à la 5.12. Bon, ce sera jamais le bazar, du coup le tout va se cleaner quoi. C'est juste qu'il y aura pas des grandes annonces, tu vois, c'est pas très conférence oriented development ça, tu vois. Si Linus était sérieux, qu'il voulait avoir une grosse baleine gonflable à mettre dans un hall de conférence aux États-Unis, tu vois. Bref, on arrête le trolling et on passe à raconter ce qu'il y a dedans. Petite nouveauté peut-être sur EXT4 pour commencer. Ouais. Alors, quand on fait des écritures sur un file system, il y a un syscall qui s'appelle fsync, qui veut dire synchronise-moi les changements que j'ai faits sur un fichier sur le disque. Traditionnellement, dans ext4, il y a du journal, il y a tout un paquet de metadata et c'est assez lourd.
Et un appel à fsync, ça va sauvegarder effectivement les changements de données, mais ça va sauvegarder énormément de métadonnées avec, notamment pour le journal, pour l'historique des changements. Et ça va être assez consommateur. Donc là où pour le moindre petit changement, on va sauvegarder pas mal de données en fait. Et du coup, s'il y a un crash à ce moment-là, ça peut être un peu chiant pour récupérer les choses comme il faut. Là, ils ont réussi à optimiser un peu ça sous la forme des fast commits, ils ont appelé ça, je crois, ouais. Où en gros, quand tu fais un fsync, il arrive à faire un subset minimal des métadatas qu'il a vraiment besoin de persister pour sauvegarder la donnée, et le reste des métadatas sera sauvegardé ou recalculé plus tard si besoin. Mais du coup, ça fait des fsync beaucoup plus performants et du coup, beaucoup moins de possibilités de perte de données en cas de crash pendant une écriture, parce que l'écriture est beaucoup plus rapide parce qu'on écrit moins de métadonnées. Le petit caveat qui va avec ça, c'est que c'est une option qu'il faut activer au moment où on crée le file system. Donc, un système ext4 déjà existant n'aura pas cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qu'il faut activer à la main quand on crée un nouveau file system ext4. Tant qu'on parle de file system, on peut peut-être parler de BetterFS. Peut-être rapidement sur BetterFS, moi, j'ai eu le plaisir de replonger pas mal dedans. C'est quand même une techno qui est géniale, BetterFS. J'ai beaucoup de potes qui m'ont dit oui, machin, c'est pas stable, ça marche pas. En fait, BetterFS se balade une sale répute, comme certains systèmes sous Linux. Donc, je pense à toi, plus audio, je pense à toi, systemd, qui ont été utilisés trop jeunes et pas assez stabilisés. Parce que c'est vrai qu'au début c'était bien la daube, BetterFS, mais là ça se stabilise assez sérieusement. Il a arrêté de perdre de la data et vous avez quand même un file system qui sait faire de la compression, qui sait faire du subvolume, ce qui est hyper cool, qui sait faire du snapshotting. Enfin, c'est quand même un système qui est très intéressant dans son archi. Et là, je vois qu'ils ont. Ouais, tu voulais dire un truc sur Better, Marco? Oui, on en a déjà comme ça s'appelle ZFS. Justement, BetterFS, c'est ZFS en bien, ouais, en manipulable par un utilisateur lambda et intégré dans le kernel. Donc, 3 arguments par rapport à ZFS. ZFS, c'est vachement bien si t'es sur Illumos, quoi. Mais moi, au quotidien, je ne fais plus beaucoup de Illumos au Solaris, tu vois. Non, et puis Et soyons honnêtes, ZFS on on Linux, c'est de la. Enfin, ça a toujours été compliqué quand même, tu vois. Le port a toujours été complexe. Moi, je vois beaucoup BetterFS comme étant. On va prendre des bonnes idées de ZFS et on va les implémenter dans le kernel Linux en utilisant les primitives du kernel Linux. Ce que ZFS on Linux n'a jamais été foutu de faire. Pour des questions de licence, mais ça, c'est Alors, au début, pour des questions de licence, licence, et ensuite pour des catastrophes techniques en série, quand même. Enfin... Ouais. Après, BetterFS, pour le coup, en fait, le problème, c'est que ils ont pris les bons concepts de ZFS, ils les ont implémentés correctement et tout, mais ils ont un peu voulu faire, l'usine à gaz qui fait tout et implémenter trop de features supplémentaires dès le début. Et c'est ces features supplémentaires qui ont amené des bugs et avec de la corruption de données pendant les quelques premières années. Et c'est ça qui a fait toute la mauvaise répute de BetterFS en fait. Ils ont été trop pressés, ils ont fait un peu leur compise et, du coup il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi. Autant ton bureau en 3D qui bugouille, à la grande époque tu faisais contrôle alt machin et ensuite tu killais ton bureau et t'es reparti. Autant quand le système de fichiers fout sa zonze, en vrai la vie est moins drôle. Ça, mais depuis ils ont bien stabilisé la chose. Là ça fait perso ça fait 5 ou 6 ans que je suis passé sur BetterFS et j'ai jamais eu de soucis avec. Et pourtant je fais des trucs chelous avec. Hein, c'est et du coup, dans les news BetterFS de la 5.10, ils ont vu que côté ext4, ils avaient amélioré les perfs de fsync avec des bidouilles où il faut faut recréer le file system pour pouvoir en bénéficier. Ils se sont dit, tiens, vas-y, nous aussi, on va faire des améliorations de perf sur fsync, sauf que c'est efficace pour les systèmes de fichiers déjà existants aussi. Et notamment, sinon, le truc le plus intéressant, et qui revient pas mal sur ce que tu disais justement, Quentin, c'est que BetterFS, à la base, c'était un truc développé par Oracle dans leur coin en standalone, puis ça a été intégré dans le kernel.
mais il y avait des choses qui étaient bien intégrées avec la manière de faire du kernel, mais il y avait des choses quand même maison de chez Oracle qui étaient encore dedans. Et progressivement, il se sépare de ces bouts pour utiliser les bouts correspondants du kernel. Et là, notamment, il y a une fonctionnalité qui permet de mapper de façon efficace l'IO du kernel avec les plages mémoire des processus qui sont dans le userland, donc des logiciels qui utilisent le file system, etc., qui s'appelle IOMap. Et pour l'instant, BetterFS n'utilisait pas encore cette partie-là du kernel, par exemple. Donc là, maintenant, ils ont implémenté ça comme il faut. Donc, il y aura éventuellement des meilleures perfs d'accès de façon naturelle comme ça, grâce à cette API standard du kernel. Et notamment il n'y a pas eu beaucoup de problèmes majeurs dans BetterFS récemment, mais les quelques-uns qu'il y a pu avoir dans des situations notamment de très très gros load ou autres, c'était à cause de problèmes de locking. Parce qu'en fait, BetterFS utilisait encore des primitives de locking réimplémentées à la main par Oracle qui étaient à l'intérieur. Et là, ils n'ont pas encore fini, mais ils ont fait pas mal de travail préliminaire pour passer sur les primitives fournies par le kernel, notamment il y a une structure de locking assez populaire qui s'appelle les read-write lock. Dans le kernel, ils ont un concept un peu plus flexible encore, c'est le read-write sémaphore, où peut y avoir, il y a du ref counting avec des pondérations sur bon, t'es pas forcément obligé d'attendre qu'il n'y ait plus aucun process en train de lire pour pouvoir écrire, mais voilà, avec des prérequis, des règles spéciales, c'est un peu compliqué, mais voilà, ils sont en train de switcher notamment sur les read sémaphores du kernel pour gérer ce genre d'accès concurrent, et ça devrait pas mal stabiliser ça, et puis ça sera mieux intégré qu'avec des primitives réécrites à la main, quoi. Clairement. Du coup, tout ça pour dire que BetterFS, si vous n'avez pas regardé encore cette technologie, elle est intéressante, surtout qu'elle sait faire aussi du remote. Tu peux aussi envoyer des bouts de BetterFS en remote, donc envoyer tes snapshots sur un autre BetterFS en remote, etc. Il y a un système de RAID, enfin bref. La techno est assez intéressante. Les subvolumes, c'est une tuerie. Les La subvolumes, killer c'est vraiment génial. feature, la killer feature pour moi pour du BetterFS sur un laptop, c'est que tu as des snapshots atomiques, c'est-à-dire que tu dis là, mon file system, je veux faire un snapshot de l'état dans lequel il est actuellement, et c'est une opération qui prend autant de temps que créer un fichier. Clairement, ouais. Il ne pourra pas y avoir de modifications concurrentes, comme si tu étais en train de faire une archive ou autre, il y a des fichiers qui sont modifiés. Là, c'est pas possible. C'est une opération qui se passe instantanément. Et après, En fait, comme tout BetterFS est en copy on write, ça permet de faire des snapshots comme ça, quoi. et du coup, si tu as un disque dur externe, par exemple, pour faire tes backups, et que tu le formates lui aussi en BetterFS, tu vas pouvoir, d'abord, tu fais un premier import d'un snapshot, par exemple, et si tu avais fait un snapshot, je sais pas, le 1er janvier, et que là, tu es le 6 janvier, tu vas refaire un snapshot le 6 janvier, et tu vas pouvoir faire un envoie le diff qu'il y a entre le snapshot du 1er janvier et le snapshot du 6 janvier, et applique-le sur le snapshot qui était déjà sur le BetterFS de mon disque externe, et voilà, backup incrémental gratos inclus par le file system. Enfin, vraiment, la technologie est intéressante. Donc, si vous l'avez jugée hâtivement, repenchez-vous dessus. Et si vous ne la connaissez pas encore, je recommande de s'intéresser de près à ce sujet-là. Bon, je suppose que IO Hearing, les nouveautés autour d'IO Hearing, je suppose que c'est du Geoffroy Coupry. C'est pas moi qui les connais, hein, tu sais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Yo-Yo-Ring, ça continue à prendre le contrôle de toutes les API Linux, en fait. Et là, l'idée, c'est que Peut-être on peut rappeler rapidement aux gens ce que c'est. IO Hearing, c'est une nouvelle API de gestion des IO, notamment réseau, qui est beaucoup plus rapide que l'ancienne. Ça consiste en fait à avoir une queue d'opérations qu'on envoie au kernel. Et on envoie ça tout d'un coup au kernel et on dit préviens-moi quand il y en a qui sont finis. Et on reçoit une autre queue où on dit alors il y a celle-là qui a renvoyé ça, celle-là qui a renvoyé ça. Et c'est les mêmes
mêmes opérations map en fait sur les syscalls, genre ouvre un fichier, écrit sur telle socket, etc. Ce genre de choses, quoi. En fait, les gens qui font du Linux se sont aperçus que l'iOS ou Windows c'était super cool et du coup ils ont refait la même chose. Oui, parce que oui, alors faut le contexte aussi, parce que sous Linux jusque-là on avait de l'IO evented en fait où tu dis tiens j'ai telle socket, préviens-moi quand je peux lire dessus et puis hop on reçoit l'événement et je vais aller lire dessus. Sous Windows c'est tiens je veux écrire sur cette socket là ce buffer, puis bah je le fais et je reçois en fait une espèce de handle qui va pouvoir me dire genre plus tard c'est bon là l'opération a été faite et ça s'appelle les IO completion ports. Et c'est une méthode qui est assez élégante, même si elle a tendance à bouffer un peu de RAM, parce que du coup, ton buffer, tu peux rien en faire pendant que c'est utilisé. Et non, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, IOUring permet d'obtenir de la perf, mais avec ce qu'ils ont fait avec cette feature récente, là, c'est-à-dire que on peut avoir un process qui partage son ring buffer, donc sa queue d'événements, avec un autre process qui peut avoir, par exemple, moins de droits. Et ça peut être, je sais pas, un hyperviseur qui crée une VM guest et qui lui partage le ring pour des opérations sur le réseau. Et c'est intéressant pour deux trucs, c'est que bah déjà on peut avoir du partage comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un process au niveau qui lui a le droit de créer des queues alors que l'autre non, et il va pouvoir restreindre quelles opérations sont disponibles ou pas. Et quand on voit le bazar que ça a été de réduire les syscalls possibles pour un process, un conteneur ou une VM, etc. Bah là, ils ont un mécanisme simple, c'est-à-dire le process enfant, je lui file son ring buffer, et puis il peut y mettre les opérations que j'ai définies, et puis c'est tout, il sera garanti par le kernel. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, ouais. D'autres choses sur IOUring ou on passe à la suite? Non, c'est bon pour vous? Là, comme pour l'instant, pas grand-chose. On peut se refaire la liste. Le process Madvise. Donc ça, c'est Madvise, c'est un syscall qui permet de dire de donner des informations au kernel sur comment on veut que notre mémoire soit gérée. Par exemple, mettre des flags sur une page mémoire pour dire bah celle-là en fait je m'en sers plus trop, donc au pire tu peux la récupérer. Bah là on peut avoir un process qui exécute cette opération pour un autre process. Donc par exemple il y a un process parent qui a prévu que le process enfant va se supprimer ou va s'arrêter de travailler pour le moment et va pouvoir dire au kernel en fait toute sa mémoire tu peux la réutiliser maintenant, tu le flushes sur le disque, celui-là on s'en fiche, il va pas réutiliser ses pages mémoire tout de suite, donc tu peux faire ça maintenant. En fait, c'est un truc qui a été pas mal poussé par Android, parce que sur Android, notamment pour la gestion d'énergie, il y a un daemon qui s'occupe de monitorer tout ce qui tourne, qu'est-ce qui a été utilisé récemment ou pas comme application, pour mettre un peu en mode shutdown les applications qui sont en background. Et du coup, c'est l'application en elle-même n'a pas les droits pour faire ce genre de choses et n'a pas forcément connaissance que là, je suis dans le background et tout ça. Du coup, ce daemon qui a des privilèges avancés va monitorer tout ce qui se passe et va dire au kernel, bah, cette appli-là, pour l'instant, elle est en train de rien faire. Du coup, vas-y, fais-toi plaisir avec sa mémoire et tout ça. Et du coup, bah, comme le madvise qu'il y avait avant, c'était que pour soi-même, ils ont poussé un truc qui permet de le faire pour un autre process. Comme ça, leur daemon de gestion d'énergie peut dire au kernel, bah, cette app-là, elle a fini, cette app-là, elle a fini, cette app-là, elle a de nouveaux besoins. Et ça permet de décentraliser, justement de centraliser, mais d'enlever du process la gestion de sa propre mémoire. Et ça fonctionne conjointement avec un truc qu'on a présenté qui avait été introduit récemment, qui sont les PIDFD. En fait, les process ont un identifiant qui leur sont attribués, mais au bout d'un moment, bah, tu arrives au numéro maximum et tu repars à 0. Et du coup, si tu gardes juste l'identifiant de processus, que t'en fais rien pendant un petit moment, puis que tu essayes de l'utiliser à nouveau, si ça se trouve, le process il a disparu et c'est un nouveau process qui a le même ID. PIDFD, ça permet, au lieu d'avoir juste un numéro, tu as un vrai lien
vers le processus qui te permet de le référencer et qui disparaît avec le process quand il est kill. Du coup, ça permet d'avoir un truc safe là où faire du vas-y, je t'envoie pour cet ID là, maintenant la mémoire est gérée comme ça, bah si c'est pas le bon process, ça pourrait causer 2-3 problèmes, quoi. Ouais, ça peut partir en cacahuète. Je pense que dans les autres trucs qui sont intéressants, il y a eu une nouveauté dans Virtuo, sur le Virtuo FS. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord aux gens... Alors, Virtuo, pour commencer, c'est la paravirt. Alors, ce qu'on appelle la paravirt dans le cas présent, c'est une série de capacités de communication directe entre une machine virtuelle et son host, qui lui permettent d'être beaucoup plus rapide et donc globalement d'utiliser les drivers matériels de l'host quand tu es dans la partie virtualisée. Donc ça va notamment avoir des gros effets de rapidité sur tout ce qui est I/O, donc le disque et le réseau. Donc c'est vraiment cool. Et Virtuo FS, c'est quelle partie de Virtuo? Peut-être quelqu'un veut expliquer ça? C'est la partie que t'as pas envie d'utiliser. Ouais, c'est la partie qui permet de partager du file system en direct, on est bien là, d'accord. C'est ça, c'est la partie qui permet de partager du file system entre l'hyperviseur et la VM. Et en fait, reste globalement une assez mauvaise idée dans l'absolu. C'est ça, mais là, ils ont poussé le truc un peu plus loin. C'est-à-dire que quand tu accèdes à un file system, et ben, les parties du file system auxquelles tu accèdes sont gardées en cache dans des pages mémoire. Bah, là, ce que ça fait, les modifications qu'ils ont fait pour VirtuoFS, c'est que tu vas pouvoir partager la plage mémoire qui sert de cache pour le FS aussi. Du coup, bah, ça va bouffer moins de RAM parce que tu vas pas la dupliquer dans la VM. Ça va être plus performant parce que tu accèdes direct au truc. Mais ça a des conséquences aussi, quoi, on va dire, sur le partage. Partager les choses, c'est pas toujours je suis toujours pas hyper emballé, moi. Mais c'est cool qu'ils continuent à bosser dessus. Partage de file system, c'était pas le truc qui était poussé notamment pour les kata containers et autres Si. C'est ça. Mais c'est normal que les kata containers en aient besoin, tu vois. C'est pour autant, pour moi, c'est vraiment un side effect de cette idée pour discutable qui est de se dire on va se faire un grand arbre de fichiers, on va tout coller dedans et en fait on pourrait monter 2 fois le même point de file system dans 2 containers différents et ce sera trop bien. Et t'es là genre non, pas du tout. Et si dans le système de fichiers on pourrait s'en servir pour mettre à un moment une socket Unix? Non, vraiment pas les gars, genre vraiment pas. Si. Voilà, des catastrophes quoi. Je sais pas si t'avais un si, Geoffroy. Un si, de quoi? Donc tu disais si, je sais pas, t'avais l'air d'être plutôt court, toi. Non, tu te souviens pas, ok. On passe au static call. Donc globalement, là, on est sur le service après-vente du patch de Spectre, quoi. Ça. Geoffroy, tu veux faire un rappel sur Spectre, peut-être? On est sur des mitigations de la mitigation, c'est-à-dire que Spectre, c'était la speculative execution, c'est le processeur qui voit un bout de code et qui se dit ok, alors là ça peut brancher à tel endroit ou à tel endroit, ou Spectre c'était sur un pointeur de fonction, genre ça va pointer à tel endroit de la mémoire où je pense que je connais déjà, et je commence à exécuter. Et puis arrivé à un moment dans l'exécution, en fait le processeur se rend compte que ah non, en fait c'était vraiment pas par là qu'il fallait aller, donc je reviens et je repars. Sauf que ça avait des effets de bord sur des caches, ça allait charger de la donnée à différents endroits, et en fait avec des timing attacks, en fait on pouvait essayer d'interroger ce cache derrière pour savoir tiens mais ça a essayé de s'exécuter dans ce coin-là, ça a eu ce résultat qui a été chargé dans le cache, donc si je fais telle opération qui query le cache, si ça va plus vite, c'est que ça a eu tel résultat que je voulais. Et donc il y a eu un certain nombre de failles qui sont sorties là-dessus. Et qui vont continuer à sortir. Oui. Parce que je rappelle que c'est quand même lié à l'archi même des pros. Et donc on est parti pour se taper des mitigations de Spectre pour encore quelques années. C'est ça. Enfin, le Spectre X quelque chose, hein. À chaque fois on va lui donner un petit nom, nettoyer tout, machin. On va vous sortir à chaque fois un discours marketing autour de la faille, mais en fait à chaque fois c'est la même.
Bah, la dernière, c'est load value injection et je sais plus trop ce que ça faisait, mais c'est sorti. Quelqu'un fait une conf au CCC là pendant les vacances et bon voilà, ça continue. Ça ne va que continuer. Et ce qui était intéressant, c'était le patch pour Spectre, ce qu'ils appelaient le Red Pauline. Si je me souviens bien, ça remplaçait ça mettait avant les syscalls, avant les appels un peu critiques, ça mettait un bout de code où si tu fais de la speculative execution, ça va commencer à partir en boucle infinie. Et donc forcément, l'exécuteur va se dire non, stop, j'arrête là, ça sert à rien d'y aller. Et ça va pas chercher à charger des choses dans la mémoire ou des choses comme ça. Et par contre, si ça passait en exécution normale, ça ne partait pas en boucle infinie. Donc c'était quelque chose de très malin. Sauf que c'est lent, c'est très 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 lent. Hein, voilà. Du coup, tu désactives une grosse partie des gains de perf architecturaux du CPU, quoi. Voilà. C'était une façon comme une autre de désactiver. C'est pas qu'on désactive des gains de perf du CPU, c'est que on annule toutes les tricheries d'Intel des 10 dernières années. Voilà, hein, disons les choses comme elles sont, pour revenir à la perf qu'un CPU aurait dû avoir s'ils n'avaient pas essayé de mettre des caches partout tout le temps et essayer d'être trop malin. Voilà. Et donc là, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils se sont dit, au lieu d'avoir des pointeurs de fonctions partout, qu'on essaie de déréférencer, etc., et qu'il va y avoir de la speculative execution là-dessus, on va aller écrire en dur, en mémoire, le bon pointeur là où il faut. Et du coup, ça évite d'avoir l'exécution comme ça, la spéculation, et ça va tourner comme ça va récupérer la perf que ça avait avant. Ouais, et factuellement, c'est quand même bien cool qu'on arrive à la mitigation de la mitigation, parce qu'on a quand même perdu beaucoup de perfs sur cette histoire-là. Et du coup, c'est quand même vraiment cool, quoi. Ouais. En fait, c'est inspiré par un truc qu'il y avait déjà dans le kernel, qui s'appelait Static Branch, qui prédate tout ce qui est Spectre et tout ça, ça date de 2011. Static Branch, c'était un truc qui avait été mis dans le kernel pour faire des optimisations sur tous les branchings un peu critiques. Il y a déjà des annotations likely et unlikely qui notent ce if-là, normalement, il sera quasiment toujours vrai, ou ce if-là, il sera normalement quasiment toujours faux pour que déjà il y ait des optimisations de performance. Et là, le static branch, ça allait encore plus loin que ça, en gros, et ça inlinait tout comme s'il n'y avait même pas de if, et ça faisait une sorte de rollback un peu plus tard si ça s'apercevait qu'en fait, s'il y avait besoin du else pour sauter dans le else à la place. Où du coup, dans le cas normal, c'était encore plus performant qu'un likely. Dans le cas normal, c'était encore moins performant que ce que ça aurait été, mais dans la plupart des cas, c'était préférable pour des trucs critiques niveau perf. Et là, ouais, ils ont repris un peu le même concept, sauf que au lieu de juste un if où il y a deux embranchements possibles, là, c'est avec un pointeur de fonction qui peut avoir plusieurs valeurs possibles selon la config du kernel et selon l'état au runtime. Et du coup, ouais, c'est au lieu de passer à chaque fois par un pointeur de fonction qui t'amène à une adresse, qui contient le code de la fonction et tout, ça live patch en gros bâtard et puis t'appelles directement la fonction sur laquelle tu serais arrivé si t'étais passé par le pointeur. À noter Franchement, que ça c'est cool. ce coût qu'on payait en plus, notamment sur les syscalls, avec IOUring, on l'avait moins parce que on peut batch les syscalls, tout ça. Donc, au pire, on aurait pu trouver moyen de s'arranger et on va finir par faire tous du IOUring partout. Oui. Non, mais je veux dire, après, on n'est pas obligé de juste rembourser une dette, tu vois, de perf. On peut juste gagner aussi, tu vois. Genre, on peut essayer de rembourser la dette de perf de Spectre et ensuite de recommencer à gagner, tu vois, parce que c'est sympa. La static call, Spectre ou non, c'est une bonne chose de avoir. Il n'y aurait pas eu Spectre, ça aurait été un bon boost aussi. Donc, clairement. Non, mais c'est une bonne chose. Les pointeurs de fonction, c'est le pain point niveau perf dans le kernel. Oui. On parle des PID-FD. Il y a un nouveau type de PID-FD. J'ai rien compris à cette partie-là. Du coup, j'ai déjà rappelé vite fait ce qu'était le PID-FD juste avant.
Mais là, en fait, comme le disait, C'est ce qu'on disait juste avant, c'est le fait de donner un chemin plutôt que juste un numéro de pros. Hein. Et ça, c'est ouais, vraiment très très cool. c'est pas exactement un chemin, mais oui, Enfin, c'est avoir un lien direct vers le process, quoi. Et comme le disait Geoffroy quand il a parlé d'IO Ring, tout ce qui est IO dans le monde de Linux, ça s'est fait avec, soit il y a un mode asynchrone où on fait un appel qui est bloquant jusqu'à ce qu'il soit fini, soit on fait un appel de façon asynchrone et là en réponse on a soit le résultat si ça réussit à le faire, soit woodblock qui est ce que dit le kernel si en mode là je peux pas le faire ça tout de suite, redemande-moi plus tard et puis je te dirai si ça marche plus tard. Et après on peut lui dire vas-y j'attends, dis-moi quand je peux réessayer, dis-moi quand je peux réessayer. Et quand il dit vas-y tu peux réessayer, et là pour les opérations sur les PIDFD, il y a un mode non bloquant qui a été ajouté également parce que pour l'instant toutes les opérations sur les PIDFD étaient bloquantes, dont le process Madvise par exemple, etc. Et là, on peut le faire en mode non bloquant. Du coup, si le kernel est en mesure d'effectuer l'action là tout de suite, il va la faire. S'il n'est pas en mesure de le faire pour une raison ou une autre, il va te dire woodblock, réessaye plus tard. Et du coup, ça va éliminer des points bloquants de certains workflows dans certains logiciels. Le seul petit caveat, c'est une des utilisations du PIDFD, c'est pour wait, donc pour attendre que le process soit fini. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça c'est pas possible à faire de façon non bloquante. Voilà, donc oui, il faut que tu l'émules de toute façon toi-même, quoi. Mais de toute façon, c'était le but de l'opération, c'était que tu ailles vers le fait que tu l'émules toi-même. À la fin. Donc, enfin, c'est pas nécessairement un drame, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc tout ça, c'est le kernel qui devient de moins en moins bloquant. Je vois que tu as mis aussi un deadlock detection. c'est ça, il y a tout un paquet de primitives de lock dans le kernel selon les utilisations. Il y a des mutex, il y a des sémaphores, il y a des read-write lock, etc. Et notamment, il y a des read lock aussi qui permettent de s'assurer qu'il n'y ait pas de race condition entre des écritures et des lectures sur des, sur des données. Et le readlock était une des structures qui ne savait pas détecter les deadlocks quand il était appelé de façon récursive, ce qui pouvait du coup poser quelques problèmes dans les cas où à cause d'un bug tu te retrouvais dans cette situation. Et là maintenant, il va détecter le deadlock comme un grand. Comment est-ce qu'il le gère derrière? Je sais pas exactement. Est-ce qu'il va juste abort? Est-ce qu'il va balancer un kernel oups ou je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, il sait le détecter. Il va pas juste bloquer de façon silencieuse. Oui, il va au moins t'envoyer chier de façon plus ou moins élégante. Ouais. Il s'arrête, il insulte l'utilisateur et envoie un mail de feu sur la kernel mailing list. Et ensuite, il y a un Kaskan qui est sorti, des improvements dans le Kaskan. C'est ça, le KSSAN, c'est Ah non, c'est Kassan, ok. le kernel concurrency sanitizer qui est Ah ok, un c'est outil. là-dedans, ok. C'est ça, c'est un outil de debugging donc qui sert à monitorer les accès en lecture et écriture à certaines données, qui permet, faut l'activer juste quand on est en train de développer pour le kernel, donc l'utilisateur final va jamais activer ça factuellement, mais c'est un outil qui permet d'instrumenter le kernel pour pouvoir vérifier en mettant des préconditions que les données sont lues ou écrites dans le bon ordre et qu'il n'y a pas des accès concurrents qui ne devraient pas avoir lieu. Très utile notamment quand tu développes des file systems. Voilà. Et là, dans le kernel concurrency sanitizer, ils ont ajouté le support pour les opérations qui sont composées de sous-opérations. C'est-à-dire que là, c'est pas juste une lecture de données, une écriture de données, c'est une série d'écritures ou une série de lectures. Donc, en fait, concrètement, ils ont implémenté le support des transactions, quoi. C'est Voilà. cool, ça. Yep. Et pour finir, dans toutes ces petites modifications, t'as le print K ou t'as des choses? C'est ça.
dans la série, le kernel nettoie ses infrastructures de locking. PrintK, c'est ce qui est utilisé par le kernel pour afficher les messages dans le DMESC, dans le TTY et tout ça. Et pour l'instant, ça a utilisé un ring buffer avec un gros lock des familles pour éviter les accès concurrents, pour pas que ça s'affiche de façon bizarre quand il y a des écritures concurrentes. Et là, ils ont réussi à rework suffisamment le truc pour qu'il n'y ait plus du tout de lock dans le ring buffer. C'est le ring buffer qui est naturellement, il va process les trucs dans le bon ordre. Et en bonus, du coup, au-delà du fait que c'est plus élégant et plus performant, ça utilise aussi moins de buffer temporaire dans le CPU et du coup, ça a une meilleure consommation de CPU et un meilleur bilan carbone. Et du coup, ça devrait améliorer également le temps de boot, non? Ouais, on parle de nanosecondes, je pense là, mais Ah ouais? Ok, bon, tant pis. Bon, Geoffroy, je suppose que la partie BPF c'est la tienne, mais elle est toute petite pour une fois. Bah, sur le BPF, il y a pas mal de petites améliorations à droite à gauche, des options en plus, des points qu'on peut tracer en plus. Là, il y a une feature qui a été ajoutée, c'est les sleepable progs. En fait, c'est qu'un programme BPF, jusque-là, ça pouvait pas sleep, ça pouvait pas bloquer sur quelque chose. La supposition, c'était que quand tu lances ton programme BPF, il va s'exécuter et s'arrêter, puis voilà. Il va pas mettre en attente le thread, il va pas faire des choses comme ça. Et là, ils ont un mode où ton programme BPF peut s'arrêter et attendre qu'un truc finisse, ou même s'arrêter pendant un temps défini, et voilà. Mais ça vient avec des restrictions sur ce qu'il peut faire et les endroits où il peut être chargé. BPF, ça commence à être vraiment bien intégré maintenant. Il y a beaucoup d'outillages autour, donc c'est des choses à regarder encore. Et Rust permet de compiler vers BPF. Ouais, c'est trop cool. J'avais fait un vieux hack il y a quelques années pour le faire à base de bidouilles de deux versions d'LLVM différentes, et on prend le bytecode, on en fait un truc, puis ça finit par charger de manière magique. Puis en fait, il y a des gens qui ont repris ça proprement, en fait, de zéro, et qui ont monté une boîte autour. Donc, c'est Redshift, ça s'appelle, je crois. Ils ont un soft d'analyse sécu qui fonctionne comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Dans les bonus en crypto, globalement, les intégrations de Zinc, enfin des inspirations de Zinc, sont de plus en plus fortes. Donc Zinc, c'était la librairie de crypto qui a été faite par Jason, la personne qui a fait également WireGuard, où globalement, quand WireGuard est arrivé dans le kernel, il y a eu levée de bouclier majoritaire des gens de la branche crypto en disant ouais, mais là, il embarque plein de fonctions de crypto à nous. Il faut qu'il utilise les cryptos natifs du kernel, et la réponse de Jason, de façon très pragmatique, au début, a été de dire oui, mais c'est de la merde. Donc ça a mis un moment à se caler entre eux. Et là, a priori, le boulot en cours est pas mal, où de plus en plus d'inspirations de Zinc sont en train d'arriver dans le kernel, dans la partie crypto, et ça, c'est plutôt cool. Et surtout parce que Zinc est quelque chose où tu as plus de preuves formelles qui est intégré. Et du coup, c'est plutôt cool de l'utiliser. Donc, de plus en plus de morceaux de la crypto du kernel vont vers de la preuve formelle, ce qui est une bonne chose, je pense. c'est ça. En fait, le point bloquant principal pour l'inclusion de WireGuard dans le kernel, justement, c'était toutes les interactions avec ce qui était crypto. Pour l'instant, avant WireGuard, la crypto du kernel, c'était des API très haut niveau, si on peut dire, au sens kernel du terme, où tu as juste des comportements très définis où tu files la donnée d'entrée vraiment initiale et tu as la donnée de sortie une fois que tout l'algo est passé, et tu n'as aucun accès aux étapes intermédiaires, etc. pour faire des trucs un peu custom. Là où, pour être plus flexible dans la manière dont est développé WireGuard, JSON il a besoin de, de ce qu'on appelle les primitives, où c'est vraiment toutes les petites étapes qui sont utilisées derrière dans les algos plus gros. Et c'était le petit point de débat où du coup lui il avait fait sa propre lib. Il n'avait pas choisi forcément le nom
qui allait faciliter l'inclusion, vu que Zinc, ça veut dire Zinc is not crypto. Donc littéralement, l'API de crypto du kernel, c'est de la merde, du coup je le refais from scratch. Donc ça, petit point de friction là-dessus. Ça n'a pas amélioré la discussion initiale, on va dire, avec les gens avec les mainteneurs de crypto dans le kernel, quoi. Et du coup, une chose en amenant une autre, ils ont réussi à arriver sur un point de négociation où il a passé la plupart des trucs dans un premier temps sur les API de crypto du kernel qui étaient dispo. Point de négociation qui a été amené habilement par Linus Torvalds, je tiens à le dire, parce que parfois le monsieur fait de la politique de façon habile. Je veux dire, c'est pas nécessairement la réputation qu'il a, mais en fait il le fait assez régulièrement, et donc à présent il l'a fait. C'est essentiellement lui qui a fait cette négo d'emmener les gens à se parler. Donc je tiens quand même à dire que parfois il y arrive. Et du coup, là où actuellement il y avait du coup l'API de crypto qui était dans le dossier crypto à la racine du kernel, maintenant le kernel progressivement il extrait des trucs dans ce qu'ils appellent leur lib, qui est dans le dossier lib du coup, et maintenant dans leur lib ils ont une partie crypto qui contient justement les primitives de crypto des cryptos qui sont derrière utilisées dans l'API de crypto qui était préexistante, et donc progressivement ils extraient les petits bouts du code de crypto existant dans cette lib pour pouvoir être réutilisé ailleurs plutôt que d'embarquer toute la grosse tambouille de crypto du kernel. Et du coup, en général, c'est en plusieurs étapes. C'est première étape, on bouge les primitives dans la lib, puis on voit comment on intègre ou non les bouts qui avaient été faits dans Zinc pour cette partie-là. Est-ce que c'est cohérent de les remplacer? Est-ce que finalement, maintenant que c'est split, en fait, ça suffit de garder l'existant et éventuellement intégrer notamment ce que Zinc apportait, c'était aussi pas mal d'implémentations plus performantes en assembleurs générés avec Perl ASM qui sont extraits en fait d'OpenSSL et du coup bien battle tested aussi. Et progressivement ils importent ces bouts-là et autant ça a mis du temps à se mettre en marche, autant là c'est de plus en plus complet et on arrive sur un WireGuard qui est quasiment dans l'état dans lequel il était avant tous les débats qui l'ont fait se porter temporairement sur l'API de crypto du kernel. Et surtout, il est intégré. Le petit bout d'IO Uring en bonus, là, vous voulez en parler ou pas? C'est un petit truc qui aidait, c'est que IO Uring, il y a une queue d'événements, puis des fois on envoyait trop d'événements et elle est pleine, et le seul moyen qu'on avait, c'était de essayer de remettre des trucs dedans et de se faire envoyer chier par le kernel s'il n'y avait pas de place. Et là maintenant on peut wait sur cette queue de façon asynchrone, être prévenu quand elle est dispo. Donc encore un petit truc qui aide. Mais moi je trouve la news vraiment intéressante là dans ce kernel, c'est que il y a eu une grande avancée sur la gestion d'ACPI dans les ThinkPad. Les P1 Gen 3 ont enfin droit à leur deuxième ventilateur parce qu'il faisait un peu chaud jusque-là. Et maintenant, ça y est, c'est entré dans le futur. Bon, alors, ils auraient pu attendre cet été pour remettre le patch, mais parce que là, pour l'instant, c'est bien d'avoir le laptop chaud sur les genoux, mais bon. Au-delà de la blague, ça nous permet de faire une ouverture sur le fait que quand on vous donne ces news-là, en général, on vous parle vraiment du corps du kernel et de ce qui marche, mais en fait, de ce qui fait tourner la boutique. Mais en fait, derrière, vous avez tous les patchs de drivers, et il y en a beaucoup, hein. Je rappelle que je crois que c'est 80% du code du kernel, c'est du code de driver, hein. Puis c'est 80% des modifs aussi, donc c'est du driver, de compatibilité, de machin, etc. Et en général, on vous en parle pas. Et là, notamment, je crois que Julien, t'as un truc à nous dire sur les nouveaux codes de driver. Ouais, j'avais une petite anecdote un peu marrante de littéralement ce matin. J'ai booté sur mon Linux 5.10 et comme à chaque fois que je mets à jour le kernel, je regarde un petit peu les logs de boot pour voir si j'ai cassé des choses. Et là, en l'occurrence, j'avais un warning du kernel qui me disait « Hey, tu utilises, t'as un touchpad sur mon laptop forcément, et il pourrait bénéficier d'un meilleur, c'était littéralement ça, genre vous êtes le millionième touchpad, vous pouvez bénéficier d'un meilleur bus ou d'une meilleure utilisation du bus. Et en me disant, est-ce que tu as pensé à activer ces deux options du kernel? Et effectivement, il y en a une des deux, donc RMI 4, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ça fait partie des améliorations dans la 5.10 là, sur
surtout ce qui est touchpad, touchscreen, etc. Je suis allé l'activer et le warning a disparu. Et donc potentiellement maintenant mon touchpad est plus rapide. Enfin, la communication entre mon touchpad et le reste du PC est plus rapide. Ça va pas augmenter la vitesse du pointeur. Forcément, parce que si on devait recompiler le kernel à chaque fois qu'on voulait changer la vitesse du pointeur, ça serait compliqué. Mais voilà, pensez à regarder les logs de temps en temps de boot de votre machine. Vous pourrez trouver des trucs marrants. Il y a eu plein de patchs là sur Synaptic, donc, notamment les gens qui sont emmerdés avec leur touchpad. Il y a, a priori, il y a un truc à faire dans le kernel d'intéressant, parce que là, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est chauffé. Il y a quelqu'un qui a dû avoir des problèmes sur son touchpad Synaptic et qui s'est chauffé très fort apparemment sur les patchs Synaptic. Sachant que de touchscreen, de tablette, etc. quand il y a eu des améliorations après, Synaptic maintenant, c'est aussi les lecteurs d'empreintes. Parce qu'ils ont racheté les plus gros constructeurs de lecteurs d'empreintes, du coup maintenant quasiment sur tous les laptops c'est du Synaptic ça aussi. Je vois aussi que dans la branche x86, il y a une grosse série de commits sur SEV-ES. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que ce bidule-là ou pas? C'est le truc AMD Only, ça, c'est ça? Ah, tu penses que c'est ça? Bah, il me semble, ouais. Peut-être explique ce qu'est le bidule AMD Only, et puis si c'est pas ça, je te contredis dans un instant. En oui, gros, c'est ça, ouais. C'est le Extended Secure Encrypted Virtualization. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est une techno qui permet de faire en sorte que la mémoire et maintenant les registres aussi utilisés par une VM soient chiffrés pour que l'hyperviseur n'y ait pas accès, en fait. Ça, c'est vraiment très cool, en fait. Ça permet... Donc ça, c'est une techno qui, pour l'instant, est chez AMD, et je suppose qu'elle finira un jour par être bootée chez Intel, mais qui permet vraiment d'aller faire de la sécu de chiffrement intéressante. C'est cool. Par contre, le patch pour faire tourner le machin, il est violent. Voilà. Bon, donc voilà. Après, évidemment, vous avez plein de modifications de SOC, de SOM, sur les AMD GPU, sur les NVIDIA GPU. Enfin, vous avez de la modif partout, dont on vous parle pas parce qu'on n'est pas nécessairement d'abord compétent dessus, et puis que sinon, il faudrait que le podcast dure 5 heures. Donc voilà, c'était les news du kernel. Donc pas une grosse release, pas de truc hyper passionnant dedans, mais écoutez, c'est intéressant. On essaiera de vous faire des news de systemd et de la glibc, un de ces quatre aussi, parce que ça pourrait être cool qu'on vous dise ce qui se passe sur systemd et glibc, et puis on essaie de se caler un meeting là-dessus, un de ces quatre, les gars. Dans les autres news, toujours autour de Linux, est-ce qu'on va enfin tuer SCP? Alors, pas vraiment. Enfin, SCP en tant que protocole, l'idée c'est que oui. SCP, la commande, l'idée c'est que non. En gros, le protocole SCP, qui correspond au protocole RCP, mais avec du SSH dessous, pour faire simple, c'est donc un truc qui permet de copier des fichiers. Voilà, c'est comme une copie, mais à travers le réseau et par-dessus SSH. Il y a 2-3 problèmes de sécu, notamment on peut exécuter des commandes à distance avec SCP, ce qui est peut-être pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et en fait, la solution sécure existe déjà, ça s'appelle SFTP, et non pas FTPS. FTPS, c'est du FTP avec du SSL. SFTP, c'est un proto de transfert, de file transfert, quoi. Mais au-dessus des SSH, et c'est complètement différent de FTP lui-même. C'est vraiment des protocoles complètement différents. Le truc, c'est que SFTP, c'est quand même plutôt bien fait. Par contre, la commande SFTP... Non, il y a un truc qui est mal fait dans SFTP, c'est d'avoir mis FTP dans le nom. Ce qui fait que tout le monde freak out quand on parle. C'est ça. Et surtout, les gens ont du mal à comprendre la différence avec FTP, FTPS, etc. Non, c'est FTP-ES, je crois qu'il s'appelle le FTP over SSL. Ouais, ça dépend. Parfois oui, parfois non. Ça dépend ça dépend les implèmes. Enfin bref, et en gros... De toute façon, il n'y en a aucune qui est une bonne idée. C'est ça, c'est ça. Donc utilisez SFTP si vous le pouvez. En général, tout ce qui est FileZilla, etc. supporte du SFTP, donc je vois pas pourquoi ne pas l'utiliser. Par contre, le truc qui était bien avec SCP et qui est nul avec SFTP, c'est que les commandes, les CLI SCP, elles se scriptent très très bien, alors que SFTP a le même style que FTP, c'est-à-dire que tu lances ta commande, tu arrives sur un shell spécifique dans lequel tu vas lancer des commandes SFTP, quoi. Donc à scripter, c'est galère, etc.
Et AirSync n'est pas forcément toujours la meilleure solution pour tout un tas de raisons. Et du coup, il y a quelqu'un qui a commencé le boulot sur garder la commande SCP, mais que derrière, il utilise du SFTP. Et donc, en fait, avoir exactement la même interface, et donc scriptable, etc., qui permet de faire les copies qu'on veut, mais de remplacer juste le back-end pour faire sauter le protocole qui est vraiment pas sécurisé du tout, SCP. Donc, toutes les fonctionnalités sont pas encore là. De mémoire, il y a 2-3 trucs qui n'étaient pas utilisés tout le temps, mais par exemple, dans SCP, on peut faire de la copie d'un host distant vers un autre host distant. Et ça n'a pas encore été implémenté. Enfin voilà, 2-3 détails comme ça, mais c'est en train d'avancer. Donc bientôt, ça sera complètement transparent pour les gens. Sauf peut-être pour les administrateurs des systèmes, parce que SFTP se configure peut-être un poil plus que SCP lui-même. Après, ça dépend les droits. Enfin, par défaut, tu arrives avec les mêmes droits et t'écris où tu veux. Mais si tu veux configurer ça un peu plus, c'est différent de SCP, donc faudra changer ça, quoi. Donc voilà, c'est pas une news très très nouvelle, mais Et tant qu'on est dans l'open sourcerie, des nouvelles des gens de chez Pine64. Alors Pine64, c'est des gens qui font des devices open source. Donc ils font des PinePhone, ils font des laptops Pine qui doivent s'appeler des PineBook. Ils ont des petits systèmes on module, des petites boards à la Raspberry aussi qui s'appellent les Pine, je sais pas quoi. Ça doit s'appeler Pineboard tout simplement, ces machins-là. Non, les Pine A64, autant pour moi. Et les Rock 64 aussi. Ils ont des tablettes aussi. Et en fait, là, ils viennent de sortir la Pine Time, qui est une petite montre connectée, toute mignonne, en Bluetooth 5 et Bluetooth Low Energy, qui est quelque chose de tout mignon, qui est assez sympa. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça assez mignon. Ça coûte $25. C'est full open source. Voilà, moi je trouvais que c'était intéressant de dire que ça existait. Et quand je dis tout est open source, vous pourriez l'imprimer en 3D. C'est pas une bonne idée parce que du coup votre casing va être dégueulasse. Vous avez intérêt à leur acheter le casing parce qu'il vaut mieux qu'il soit injecté et les parties qui sont du coup en métal sont faites en métal. Mais vous pourriez faire la totalité de la monstre vous-même. Non, pas de réaction là-dessus. Moi, ça me tente bien parce que je me rappelle de l'époque dorée de la Pebble où je m'étais bien marré. Et un petit truc comme ça a l'air juste sympa. Je sais en plus que c'est facile de faire tourner du Rust dessus. J'ai vu passer quelques articles sur le sujet. Après, c'est très orienté bidouilleur pour le moment. C'est pas la jolie Oui. Apple Watch ou même un truc Android un peu propre. Si on a envie de bidouiller, c'est bien, quoi. Oui, il faut pas l'offrir à votre belle-mère. C'est pas, je pense que c'est pas le point. Enfin, sauf si votre belle-mère est une bidouilleuse, quoi. Mais je pense que c'est pas le point du tout, quoi. On est vraiment là sur l'idée d'un truc pour bidouilleur. Encore. Ceci dit, c'est marrant. Ceci dit, il y a des kits de dev et il y a des kits scellés. Le kit scellé, ils les vendent par 3. Hein. Bon, moi, je dis ça. Du coup, si tu veux qu'on en fasse une commande, c'est possible. On en reparlera. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Ils font aussi des caméras IP, les gens de chez les gens de chez Pine. Ils font des ce qu'ils appellent les Pine Cubes là. Donc enfin voilà, c'est assez cool, je trouve, ce que font tous ces gens. Ok. News dans l'écosystème Rust Wasm. La 1.0 de Wasmer est arrivée. Yep. Donc Alors là, Wasmer, je pense que c'est pour toi. Hein. Ouais. Wasmer, c'est une implémentation d'une runtime Wasm, c'est-à-dire c'est un bout de soft qui peut prendre un fichier WebAssembly et le charger en mémoire, le compiler vers du code machine et l'exécuter. Et donc c'est un projet qu'on suit depuis pas mal de temps parce qu'on développe notre function as a service en WebAssembly sur Wasmer et on s'en sert notamment pour la compilation vers du code x86 qu'on charge dans des VM après. Et
Donc Wasmer, c'est plutôt cool. En fait, il y a un certain nombre de projets dans l'écosystème. Par exemple, il y a WasmTime et le compilateur Lucet basé dessus. Wasmer, c'est une boîte à côté en Californie qui a fait son truc. C'est full open source et ils ont un projet qui est super utilisable, super bien documenté. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça super cool à bosser. Et donc là, ils arrivent en 1.0. Donc ils ont fait un travail énorme, notamment sur la perf, mais aussi sur les intégrations. C'est-à-dire que si vous avez du Ruby, du Python, du Rust, du Java, etc., même, je crois, du PHP aussi, je crois, on peut embarquer Wasmer dedans et charger du bout de WebAssembly, il fait l'exécuter dans son langage. Donc il y a vraiment des trucs hyper intéressants à faire avec ça. Ils ont même une version embarquée. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Et du coup, nous, on l'utilise beaucoup dans notre face. Donc voilà, et je pense si vous avez envie de bricoler autour de Wasm, je pense que c'est l'API la plus simple aujourd'hui avec laquelle bidouiller. Toujours dans l'écosystème Rust, un petit article. Donc son pseudo c'est Faster Than Lime, mais en vrai c'est Amos qui est derrière, qui est un développeur Rust depuis assez longtemps, qui a écrit un petit article qui s'appelle An Alpha Hour to Learn Rust. Donc globalement c'est vraiment comment tu peux apprendre les bases de Rust en une demi-heure. Ce qui est marrant, c'est que son blog dit que t'en as pour 50 minutes à le lire, tu vois, genre. Mais en vrai, le truc est plutôt bien foutu. Donc si vous savez déjà développer, hein, c'est fait pour des gens qui sont déjà développeurs. Mais si vous voulez comprendre les bases de Rust en une demi-heure, c'est un bon article pour vous dire, ok, il nous en parle tout le temps, comment et par où on passe, c'est ça. News suivante, c'était la fin d'année, c'était décembre, et du coup, comme toujours, petite release Ruby. Et Ruby, cette fois-ci, est passé 3.0. C'est ça, bah, tous les ans, c'est le truc qu'on attend en décembre. Le 25 décembre, ça y est, c'est enfin la release de Ruby. Et du coup, cette année, grosse release, la 3.0. Beaucoup d'améliorations de perf. Il y a des benches qui montrent genre du x3. C'est un peu la folie dans l'écosystème à ce niveau-là. Beaucoup d'améliorations, notamment au niveau du just-in-time Ouais, c'est ça. Ils qui ont aide intégré un avec la perf. just-in-time ce coup-ci. Ouais. C'est ça. Et ils ont pas mal bossé sur tout ce qui est parallélisme et code qui s'exécute en concurrence, avec notamment la sortie expérimentale de RActor, qui est du coup un système d'acteurs built-in dans le langage, où tu peux avoir plein d'objets qui s'exécutent en parallèle et qui se passent les messages les uns aux autres pour, pour distribuer tout ce qui est à traiter, quoi. Plus de perf, plus de tu perf. sens clairement que l'écosystème Ruby, qui parle beaucoup avec l'écosystème Elixir, réimporte des concepts Erlang dans Bah, Ruby. après, Ruby a toujours été axé sur ça dès le début. Parce que quand tu appelles une méthode d'un objet, un Ruby, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un message. C'est déjà comme ça que fonctionne Ruby, et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, tu peux définir une méthode magique qui dit «Eh, si tu connais pas le nom de méthode qu'on vient d'appeler, appelle-moi». Et comme ça, tu peux faire du traitement générique pour fallback sur une autre implème ou autre. Donc c'est déjà du passage de messages, les appels de fonctions en Ruby. Et là, bah, ils font ça, mais sur des trucs qui tournent en parallèle dans différents threads, quoi, maintenant. C'est un peu le AK natif de Ruby. En tout cas, gros paquet de perf sur Ruby 3. Ruby 3 qui sera packagé pour Clever Cloud dans les jours qui viennent. Ouais, je vais faire ça cette fin de semaine. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des news. De toute façon, on est déjà à 1h20 et dépassé. Petite annonce de fin. Je vous mets le lien du podcast que j'ai fait pour IFTTD, donc Easy Zen Dev, où j'ai eu le plaisir d'être invité pour faire un peu 2020 bilan et perspective. Donc le podcast est sorti ce matin. Donc voilà, si vous voulez, et si vous cherchez dans Easy Zen Dev, vous avez également des interviews sur Rust et ce genre de choses qui ont été faites par différents membres de Clever. Donc
Donc voilà, je sais que ça existe et que c'est pas loin. On passe aux recommandations musicales. Je vous propose de lancer le dé. Moi, l'ordre que j'ai, c'est Judu, Géal, Kérus, Wax. Donc, vous connaissez du coup l'ordre entre 1, 5, 10, 15 et 20. Et je fais un 1, ce qui nous fait un Judu. Trompette, s'il vous plaît. Alors, moi, je vous présente une petite comédie musicale qui s'appelle Parmi nous, qui a été faite, en l'occurrence, par un pote de mon frère et des amis de lui. Pote de mon frère qui est frère d'un pote, enfin bref, compliqué. Voilà, donc ils sont amusés à faire, je crois qu'il y en a pour 10 minutes, un truc comme ça, ou 15 minutes. 24 minutes. 24 minutes, ah bah ouais. Voilà, un truc très marrant, si on a un peu joué à Among Us, qu'on connaît un petit peu le délire, etc., il y a des trucs très drôles. Donc voilà. Et ben voilà, ce que je vous propose, c'est de nous quitter là-dessus. Peut-être rapidement, on peut vous retrouver tous sur Twitter, peut-être. Peut-être réciter vos pseudos. Judu, mais avec 2 fois de U. Moi, c'est sur J'ai Compris, Compris, C-O-U-P-R-I-E. Moi, c'est Keruspe, K-E-R-U-S-P-E. Avec des G et des K. Et moi, c'est donc WAXZCE sur Twitter. Et ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne année encore une fois à tous et puis à la semaine prochaine. Salut. Poser de questions. On est d'accord que c'est bien de l'énergie solaire. Poser de questions. Ok, Rouge, elle, c'est qui? Elle, c'est Marron qui travaille à Medbay. Le travail est le père de la renommée. Elle parle qu'en citation, mais ça faut pas faire attention. Elle fait bien ses missions. Hey, c'est toi le nouveau? Et là, c'est Blanche. Et si petit, envoie la vie en rose. Fais bien ton travail et reste zen. Changer le filtre à oxygène ou faire le plein de kérosène et sans faire de pause. On est tous différents, mais on est tous les mêmes. Chacun est fier de sa couleur, chacun accomplit son labeur, et puis on s'aime. Ah, je crois que je le vois. Sans poser de questions. La bonne ambiance, quoi. Sans poser de questions. Ah, j'ai peut-être une idée. Sans poser de questions. Attendez, vous allez voir.